22. Quand je vis s'avancer vers moi Miss Maud Brewster, je savais d'avance ce qu'elle me dirait. Elle venait d'avoir avec le mécanicien rescapé une assez longue conversation. Ses traits étaient pâles et tendus. De l'entretien qui s'annonçait, je n'étais pas autrement rassurée, car je n'ignorais pas qu'elle se préparait à fouiller à fond l'âme d'Humphrey Van Weyden. Nous marchâmes ensemble, silencieusement, jusqu'à la poupe, à la recherche d'un endroit tranquille où personne ne pourrait nous entendre. « Eh bien, qu'y a-t-il » demandai-je aimablement. Mais la sévérité de son visage ne se détendit point. L'affaire de ce matin ne constitue pas, je l'ai compris, un fait isolé. J'ai appris notamment que le même jour où nous avons été recueillis par le fantôme, pendant que je dormais, 2 hommes de l'équipage ont été noyés, délibérément noyés, c'est-à-dire assassinés. Elle parlait d'une voix tranchante et impérative et me regardait durement dans les yeux, comme si j'avais été coupable ou complice de cet acte. « C'est parfaitement exact, » répondis-je. « Les 2 hommes en question ont bien été assassinés. »« Et vous avez permis ça ?»« Je n'ai pas pu l'empêcher, serait plus exact. »« Mais avez-vous tenté de l'empêcher ?» Elle appuya sur le mot « tenter ». « Mais non, pourquoi n'êtes-vous pas intervenu ?» Je me gardai de m'emporter, et c'est avec une grande douceur que je répondis. « Miss Brewster, vous êtes une nouvelle venue dans notre petit univers, et vous ne comprenez pas encore les lois qui le régissent. Il faut en tenir compte pour juger sainement des choses. Vous avez apporté avec vous certaines conceptions d'humanité et de beauté morale qui n'ont pas cours ici, où elles sont tenues pour idées fausses. Moi aussi, j'ai mis du temps à le constater, mais à présent, j'en suis bien persuadée. » Elle secoua la tête d'un air incrédule. « Que me conseillez-vous » demandai-je. « De prendre un couteau, un fusil, une hache et de tuer Lou Larsen ?» Elle recula, effrayée. « Non, pas ça. »« Alors quoi ? Vous préférez que je me tue ? Vous parlez de solutions extrêmes, mais le courage, ça existe. Il ne reste jamais sans effet. Vous ne voulez pas que je mette fin au jour de notre bourreau, ni au mien. Sans doute trouvez-vous mieux que je me laisse tuer, comme Leach et Johnson. Eux, ils avaient voulu réagir. C'est effroyable, évidemment, mais c'est ainsi. Il faut que vous compreniez une fois pour toutes que l'homme qui commande ce bateau est un monstre. Rien n'est sacré pour lui. Il ne recule devant rien. C'est un caprice de sa part s'il m'a recueilli à son bord. Un caprice encore si je suis toujours vivant. Je n'ai qu'à subir parce que je suis son esclave, comme vous l'êtes devenu vous-même. Subir parce que je veux vivre. Vous aussi, vous voulez vivre. Je ne peux pas me battre avec lui, ni vous non plus. Alors, il est le plus fort. Continuez, continuez. Puisque je suis un faible, mon rôle est de me taire et de tout supporter. Pour vous, ça sera la même chose. Il nous faudra dissimuler si nous voulons gagner la partie. C'est notre seule chance de salut. Ma situation est critique sur ce bateau, et la vôtre, je ne crains pas de le dire, l'est encore plus. Allions-nous, mais sans le montrer. Elle passa la main sur son front. Bref, vous me conseillez de supporter, sans récriminer, tout ce qu'il faudra. En aucun cas vous ne prendrez ouvertement ma défense, et je ne prendrai pas la vôtre. Le nécessaire avant tout, c'est éviter d'irriter cet homme, ne pas contrecarrer ses volontés. Vis-à-vis de lui, nous aurons toujours le sourire, et malgré toute la répulsion qu'il nous inspire, nous lui témoignerons de l'amitié. Pour vous, ce sera dur sans doute, mais il le faut. Cajolez-le de toute façon. Parlez-lui art et littérature, il en raffole. Il sait écouter d'ailleurs, car il est loin d'être bête. Quand un spectacle trop brutal se déroulera devant vous, ne protestez pas. Fermez les yeux
et retirez-vous dans votre cabine. » Elle se rebellait encore. « En somme, je dois mentir, en parole et en acte. Je vous en supplie, faites-le. » J'aperçus à ce moment Loup Larsen qui nous observait. Il faisait les 100 pas sur le pont en compagnie de Latimer, qu'il quitta pour venir vers nous. « Je vous en supplie, Miss Brewster, dis-je à mi-voix, comprenez-moi et suivez mes conseils. Avec un tel homme, tout ce que vous connaissez de la vie ne sert à rien. » Et comme Loup Larsen se rapprochait, je poursuivis à voix haute. « Parfaitement, Miss Brewster. Les revues ni les éditeurs ne voulaient rien lui prendre. Ils lui retournaient tous ses manuscrits. Moi seul, je rendais justice à son génie. Et quand on a finalement publié La Forge, il a connu le succès, un succès foudroyant. Alors lui et moi, nous avons été bien vengés. » Ce poème est paru d'abord dans un journal. Oui, les revues littéraires auxquelles il l'avait présenté l'avaient toutes refusé. « Nous parlons d'Harris, dis-je à Loup Larsen qui nous avait rejoints. »« Je me souviens d'Harris et de La Forge, répondit-il. Il y a beaucoup de sentiments et une foi puissante dans les illusions humaines. À propos, monsieur Van Weyden, vous devriez rendre un peu visite au cuistot. Il se plaint et semble très agité. » C'était une façon polie de se débarrasser de moi. Je trouvai Mugridge qui dormait profondément après la dose de morphine que je lui avais administrée. Je ne me hâtai pas de retourner sur le pont, et quand je le fis, je constatai avec plaisir que Miss Brewster était en conversation animée avec Loup Larsen. Elle avait suivi mes conseils. Je jugeais même qu'elle les avait suivis un peu trop complètement, et la cordialité qu'elle témoignait à la brute qui l'entretenait me parut excessive. Un vent favorable qui nous poussait vers le nord nous ramena en plein sur le grand troupeau de phoques. Nous le rencontrâmes vers le 40e parallèle, en une mer dure et tempétueuse, sur laquelle le vent promenait sans trêve des bancs opaques de brouillard. Pendant plusieurs jours de suite, nous ne pûmes voir le soleil ni prendre aucune observation astronomique. Puis le vent balaya complètement l'océan, les vagues clapotantes étincelèrent de nouveau, et nous repérâmes notre position. Quelques jours de temps clair suivirent, puis le brouillard retomba sur nous, plus dense que jamais. La chasse était dangereuse, car une fois de plus, les canaux qu'on descendait à la mer étaient avalés par la grisaille humide, et on ne les ralliait qu'à la tombée de la nuit, parfois même le lendemain matin. Aux bruyants appels de nos signaux, ils apparaissaient un à un, sortant de leur linceul, gris, fantomatiques et pareils à des génies des eaux. Wainwright, le chasseur que Loup Larsen avait volé avec son canot et son équipage, profita de l'occasion pour s'échapper. Il disparut un matin dans l'opacité ambiante en compagnie de ses 2 rameurs, et nous ne le revîmes pas. 8 jours après, nous apprîmes que les 3 hommes avaient passé de goélette en goélette et étaient enfin parvenus à regagner la leur. J'en aurais volontiers fait autant, mais ma fonction m'empêchait de m'embarquer sur les canaux. Une autorisation spéciale de Loup Larsen m'était nécessaire, et il se garda bien de me la donner. Je ne pouvais au surplus m'enfuir sans emmener avec moi Miss Brewster. Une crise approchait que je voyais venir avec effroi et que j'osais à peine envisager. J'avais aimé l'écrivain dans ses œuvres, et chaque jour davantage, je méprenais de la femme. C'était fatal, dans la situation où nous nous trouvions. Le malheur était, je le comprenais à des signes indiscutables, de n'être pas le seul à m'intéresser à elle. Il y avait aussi Loup Larsen. Maud Brewster était de petite taille, mais fine et gracieuse, un bibelot en porcelaine de Saxe. Délicat et fragile. Il était impossible d'imaginer pour elle un milieu plus disparate. Quand elle redescendait à sa cabine, je ne manquais jamais de la retenir par le bras. Il me semblait qu'en tombant, elle se serait cassée en morceaux. Ses mouvements étaient souples et légers. Elle ne marchait pas. Elle voletait comme un oiseau. Elle flottait dans l'air.
Son physique s'apparentait au vers qu'elle écrivait, c'est-à-dire un être et un esprit pareillement immatériels. Bien peu d'argile, à n'en pas douter, entrait dans sa forme corporelle, tout juste de quoi donner consistance à l'idéalisme dont elle était pétrie. Quel contraste entre elle et Lou Larsen! C'est ce que souvent je me disais, en les regardant aller et revenir ensemble sur le pont. Ils étaient tous deux aux extrémités de l'échelle humaine. Certes, Lou Larsen possédait une remarquable intelligence et physiquement, il était doté d'une souplesse spéciale qui était, comme je l'ai dit, celle des bêtes de la jungle. Mais tous les dons qu'il avait reçus de la nature, il ne les utilisait que pour satisfaire ses instincts sauvages. Elle, au contraire, elle était le produit le plus fini et raffiné de la civilisation. Tandis que ce jour-là, je les suivais tous deux du regard, pendant qu'ils arpentaient en causant le pont du fantôme, je la vis qui mettait soudain fin à la promenade et se dirigeait, escortée toujours par Lou Larsen, vers l'escalier de sa cabine, à l'entrée duquel je me trouvais. Elle était étrangement perturbée, malgré tous les efforts qu'elle faisait pour dissimuler son émotion. Mais ses yeux ayant rencontré les miens, je pus y lire clairement le bouleversement intime de son âme. Plus révélateurs encore étaient les yeux de Lou Larsen. L'explication que je cherchais du trouble de Maud Brewster, ce furent eux qui me la donnèrent. Ordinairement gris, froids et durs, ils étaient à cette heure tendres, chaleureux et dorés. De petites lumières y brillaient, puis disparaissaient. Parfois, elles donnaient un éclat particulier à toute la prunelle qu'elles envahissaient. Et dans ces yeux d'or, à la fois séducteurs et dominateurs, un désir ardent transparaissait, sur lequel personne, et la jeune femme moins que quiconque, ne pouvait se méprendre. L'épouvante qu'éprouvait Maud Brewster à cette pensée rejaillit sur moi par un choc en retour invincible. Et pour la première fois, je compris la sympathie plus qu'amicale qui me poussait vers elle. Cet amour me remplit de terreur. Mon sang se glaça dans mes veines, tandis que je dévorais du regard la jeune femme. Puis je me repris instinctivement à observer Lou Larsen. Il était en une seconde redevenu maître de lui. La lueur dorée avait disparu de ses prunelles, redevenues froides et grises. Il salua brusquement et s'éloigna. « J'ai peur, me dit Maud Brewster en prenant ma main. J'ai très peur. Mon effroi n'était pas moindre que le sien. Je réussis cependant, malgré le tumulte de mes pensées, à lui répondre avec calme. Il ne faut pas prendre les choses au tragique, Miss Brewster. Nous nous en tirerons, j'en suis persuadée. Elle me sourit, reconnaissante de mes bonnes paroles, et un peu rassurée, regagna sa cabine. Une fois seule, je restai un long moment à réfléchir. Après ce changement complet qui venait de s'opérer en moi, je devais admettre l'évidence. Enfin, j'étais amoureux, mais je n'aurais jamais cru qu'un tel sentiment puisse naître dans de pareilles circonstances. Bien sûr, je savais que tôt ou tard, je répondrais inévitablement à l'appel de l'amour, mais ces longues années de retraite studieuse ne m'y avaient pas préparé. Je songeais au premier petit volume qu'en ma qualité de critique influent, j'avais reçu un jour de Maud Brewster. Je le revoyais posé sur mon bureau, comme si ça avait été hier. Je l'avais lu et m'en étais enthousiasmée, seule contre tous. Puis d'autres volumes étaient venus. Ils étaient au complet, soigneusement rangés sur un des rayons de ma bibliothèque. Mon admiration avait cru, avec chacun d'eux, pour celle qui les avait écrits. Depuis longtemps, cette femme et moi, nous étions par l'esprit frères et sœurs. Et voilà que c'étaient nos cœurs qui fraternisaient aujourd'hui. Moi, Humphrey Van Weyden,
que Charlet Fawcett, qui se plaisait à me larder de ses épigrammes, avait baptisé l'anti-émotif, le démon sceptique, l'annelé au sang-froid. Mon cerveau, qui continuait à trotter, se reporta de lui-même à un autre volume, relié de rouge, le Who's-Who de l'année, où il était dit dans une courte notice biographique: Miss Maud Brewster, née à Cambridge, Massachusetts, 27 ans, poétesse. 27 ans. Et le cœur libre. Voilà ce que j'ignorais, et je sentais le tourment poindre en moi. Déjà jaloux. J'étais stupéfait, et au fond de moi je doutais encore de la réalité rapide de ce roman que les circonstances extraordinaires avaient fait naître. Et ces vers de Symonds me revinrent à la mémoire. Parmi tant d'autres femmes, sans le savoir, je la cherchais. J'avais trouvé, et je me souvins aussi d'autres beaux vers d'Elizabeth Browning. Une musique nouvelle, plus suave et belle, chante aujourd'hui dans mon cœur, rêveur. La douce musique inconnue chantait aussi à mes oreilles. Elle m'ensorcelait à ce point que j'en avais oublié où et en quelle compagnie je me trouvais. L'âpre voix de Lou Larsen me tira de mon rêve. « Bon Dieu, qu'est-ce que vous fichez là, monsieur Van Weyden » disait-elle. Tout en songeant, je m'étais en effet égarée, sans les voir, au milieu d'un groupe de matelots, qui étaient occupés à goudronner une partie du pont. J'allais un peu plus buter dans le pot noir, où ils plongeaient leurs gros pinceaux et le renversaient. « Êtes-vous somnambule ou frappé d'insolation » aboya-t-il. « Ne vous inquiétez pas, répondis-je, je souffre simplement de l'estomac. » Et je rebroussai chemin pour me remettre à arpenter la partie libre du pont.